Bonjour, Bonjour. je suis aujourd'hui avec Samy Chérif, enseignant d'histoire-géographie au collège, et nous allons parler d'éducation numérique et de l'usage du numérique à l'école. Donc, bonjour Samy Chérif, merci de m'accorder cet entretien. Je vous en prie. Je vais faire une toute petite introduction avant de vous marteler de questions. Donc moi je dirais que nous vivons dans un monde de plus en plus numérique et pourtant l'impression qu'on a c'est que l'éducation peine à intégrer ça de manière très active et dynamique. Et d'autre part, les enfants sont très consommateurs de numérique, mais nos chers digital natives, comme on les appelle, ne sont que très peu acteurs et producteurs de cet univers. Ils risquent plus vite la tendinite du pouce en jouant sur leurs jeux vidéo sur leur téléphone que... Enfin, c'est un peu l'impression qu'on a. Or, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui font ce constat et qu'il y a pas mal d'initiatives qui fleurissent ces dernières années pour inverser cette tendance. Qu'en est-il à l'école elle-même ? À l'école, il y a du changement qui s'est mis en place depuis quand même quelques années. Il y a une politique numérique, une politique du numérique à l'école qui a fait son entrée, qui a connu une accélération depuis 4-5 ans, même si le gap est encore important entre les pratiques numériques des élèves et celles de l'école. Et dans l'école, eh bien, il faudrait après distinguer les sous-groupes, les enseignants qui pratiquent très régulièrement du numérique, qui sont minoritaires, ceux qui tentent de se lancer dans le numérique et puis le gouffre numérique. En fait, la fracture numérique dans la société française n'est pas là où on le croit. Hein. La fracture numérique, elle est surtout à l'école et parfois même entre les enseignants et les élèves qui parfois en savent plus que nos enseignants. Et là, il y a un véritable questionnement, effectivement, parce que c'est peut-être dû en partie à nos cultures professionnelles, notre façon de concevoir la culture du savoir et qui considère le numérique peut-être comme une sorte de sous-culture, alors qu'elle pourrait être une culture scolaire à part entière, et elle doit l'être. Et aujourd'hui, je pense que les mentalités commencent à changer. Et l'évolution commence à aller dans le bon sens. Même si le temps du changement sera encore très long, parce qu'il y a des contraintes d'équipement, des contraintes spatiales, des contraintes budgétaires, même si, on le sait, il y a un effort pour le numérique sans précédent qui va être fait, mais dont on attend, nous, la traduction rapide, parce que quand on est vraiment engagé dans le numérique, on a besoin que le temps du numérique ne peut pas être le temps, je dirais, le temps classique ou le temps d'administration. Le temps du numérique, il est plus rapide. Et ce changement, il doit être presque instantané. Alors on va explorer un peu tout ça ensemble, donc je vais vous poser plusieurs questions pour creuser ces sujets. Et peut-être avant de démarrer, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement votre parcours professionnel à vous, avant de parler du numérique, parce que peut-être que ça peut éclairer et ce que vous faites aujourd'hui aussi. Alors mon parcours professionnel, effectivement, aide un petit peu à comprendre pourquoi je m'implique beaucoup dans le numérique. Bon, j'ai fait la quasi-totalité de ma carrière dans l'éducation prioritaire, dans un collège que l'on appelait avant ZEP, collège très difficile à Argenteuil, où j'ai passé mes plus belles années. J'y suis resté 10 ans au total, et c'est là-bas où, entre guillemets, j'ai fait mes premières armes dans le numérique. J'ai eu la chance après d'occuper d'autres fonctions, comme conseiller technique d'un directeur académique, comme expert numérique au ministère, où j'ai pu voir le revers, le coulisse entre guillemets de la conception d'une politique du numérique éducatif. Et aujourd'hui, en parallèle de mes activités au collège, j'enseigne aussi à l'université la géographie et le numérique. Et je suis formateur également pour enseignants dans le domaine du numérique. Et ça me permet d'avoir un regard un petit peu distancié sur les pratiques du numérique et en même temps un regard prospectif, puisque le but c'est aussi d'anticiper sur les évolutions futures du métier. Donc voilà un peu comment je conçois mes activités de professeur au collège, comme une sorte de laboratoire. Les classes que vous avez au collège sont quel âge ? J'ai des classes qui vont de la 5e à la 3e, avec principalement des 3e, donc des élèves qui ont entre 12 ans et 15 ans. Et des élèves qui sont complètement immergés dans cette culture numérique, mais à des degrés très inégaux. Si je vous dis numérique, avant de parler d'éducation numérique, qu'est-ce que ça recouvre pour vous ? Ça vous évoque quoi ? Quand je pense numérique, là tout de suite aujourd'hui, je vais penser à un ordinateur qui sera connecté à une image qui sera projetée et si possible avec un TNI connecté également à l'ordinateur et au vidéoprojecteur.
Un Ça fait TNI. beaucoup de choses, un tableau numérique interactif. Ah. Ça fait beaucoup de choses. Si on m'avait posé la question il y a 5 ans ou il y a 10 ans, je me serais contenté du vidéoprojecteur il y a 10 ans ou 15 ans. Et il y a 10 ans, je me serais contenté de l'ordinateur. Aujourd'hui, je dirais que l'ordinateur connecté ETNI, le vidéoprojecteur, sont indispensables, voire même dans 2 ans, je vous dirais, et la tablette. Voilà ce que je pense quand on me parle de numérique. Et si je vous dis plus précisément éducation numérique ou numérique dans l'éducation, c'est peut-être pas la même chose, vous pensez à quoi? Vous imaginez quoi? Vous rêvez à quoi? Et à l'inverse, qu'est-ce que ça ne signifie pas du tout pour vous? Je pense à une pédagogie qui reste à construire, une pédagogie qui existe, mais qu'il faudrait codifier, qu'il faudrait formaliser. Et il y a des gens qui savent pratiquer, qui ont donné ces lettres de noblesse, entre guillemets, à l'éducation numérique ou au numérique éducatif. Parce que celui-ci, comme je le disais tout à l'heure, a souvent été vu comme une sorte de sous-culture. Aujourd'hui, ça change, même s'il y a encore beaucoup de réticences. Mais voilà, je dirais une pédagogie du numérique à construire, qui s'appuierait sur le projet, qui s'appuierait sur l'individualisation, qui s'appuierait sur une temporalité différente, sur une gestion de l'espace différente, sur une gestion de la mobilité des élèves, sur l'autonomie des élèves et sur des compétences et des évaluations différentes. Et ça veut dire qu'on n'est pas forcément sur de l'outil, on est sur des procédures, on est sur des démarches, on est sur une autre façon de penser le cours et la relation pédagogique. Et ce n'est pas du tout, comme on pourrait le croire, le primat de l'outil, quelque chose qui est réservé à un expert. Le numérique n'est pas réservé à des experts. On peut être engagé dans une pédagogie du numérique, mais avec des choses très simples, juste avec son téléphone portable et enregistrer les élèves. Tout dépend de la démarche pédagogique que l'on va mettre après. D'accord. Je vais vous poser des questions un peu plus tard sur justement ce que vous faites avec vos élèves, mais avant, j'aimerais bien voir un peu comment vous êtes venu à cet univers, parce que ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au numérique? Est-ce que c'était des gens? Est-ce que c'est des événements? Qu'est-ce qui vous a donné le goût? Et quels sont vos usages personnels particuliers en la matière? Il y a eu un contexte. Quand j'ai commencé le métier de professeur en 1999, c'était en pleine période de boom de l'Internet et de généralisation des ordinateurs qui devenaient beaucoup plus accessibles. À partir de 1999-2000, il y a eu la première massification, la première phase de massification des abonnements sur Internet. Les élèves commençaient à avoir Internet chez eux. C'était en même temps, on était en plein boom en même temps du DVD. On était encore, nous, dans ce qu'on appelait l'audiovisuel. Il y avait quelque chose qui me fascinait, parce qu'on voyait justement ce monopole du savoir que détenait le professeur, le monopole symbolique commençait à basculer. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui se jouait au niveau du savoir, qu'on était dans quelque chose de comparable à ce qu'on avait connu avec l'imprimerie à la fin du XVe siècle, à savoir qu'il y avait un transfert du savoir et qu'il y avait d'autres supports qui pouvaient transmettre du savoir. J'ai été fasciné par tout ce qui était CD-ROM encyclopédique. Dans un premier temps, le deuxième élément qui m'a conduit à aller au numérique, c'était la fascination pour l'image. Et l'image comme moyen justement de capter l'attention de l'élève. On était beaucoup sur ces questions d'ennui d'élèves. Je me souviens des premières enquêtes qui en 2000 révélaient que beaucoup d'élèves s'ennuyaient, et moi, jeune professeur, ça faisait moins de 6 mois que j'étais enseignant en lycée, c'est quelque chose qui m'effarait, et je me disais, mais les élèves, pas chez moi. Pas chez moi, et il faut que je trouve quelque chose. C'était mon obsession pour les capter, pour capter leur attention, pour essayer de rendre le cours passionnant. Quelque chose que je trouvais passionnant ne l'était pas forcément pour l'élève. Le numérique, l'image pour commencer, a été pour moi d'un grand secours. Et après il y a eu une fuite, on pourrait dire une fuite vers l'avant. Après j'ai expérimenté mon premier TNI en 2004. C'est comme si on passait de l'aviation à hélice à l'aviation à réaction. C'est comme si j'avais piloté mon premier jet aujourd'hui quand j'en parle. Je n'ai jamais piloté de jet. Mais après, il y a eu, on a été équipé d'une flotte de tablettes l'année dernière. Donc voilà, je suis monté progressivement entre guillemets en puissance dans l'usage des matériels, mais aujourd'hui, je serais davantage sur une logique de ressources que sur une logique d'outils. C'est davantage sur les ressources sur Internet que je fais travailler mes élèves que sur les outils. J'étais beaucoup sur l'outil il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, sur l'informatique notamment, et sur les tablettes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me penche beaucoup sur l'éducation au numérique, sur l'esprit critique à construire avec le numérique, sur la façon d'avoir un regard critique sur les sources numériques. Voilà, je suis davantage sur le contenu que sur
que sur le produit en lui-même. J'allais vous poser la question de comment vous l'avez intégré à votre enseignement, donc vous y avez répondu en partie, mais du coup, ce que vous avez dit, c'est que finalement, c'est l'équipement qu'on vous a mis à disposition qui, au départ, vous êtes d'abord appuyé sur l'équipement que vous aviez à l'école, et aujourd'hui, vous faites un peu fi de l'équipement parce qu'il y a plein d'autres moyens. Ouais, complètement. Au départ, je vais vous dire, j'utilisais mon propre équipement au départ. Parce Ah que, oui, au vous départ, faites du bring your own device, oui, comme on dit j'ai dans le fait milieu de Bring l'entreprise. Bring Your Own Device dès 2002, D'accord. où mon frère, que je salue au passage, je ne sais pas s'il verra cette interview, Je ne sais pas, je ne suis pas Michel Drucker, mais... il m'avait prêté son vidéoprojecteur et je lui ai dit, tiens, il est dans l'événementiel je lui ai plein de vidéoprojecteurs et un jour il m'a prêté un vidéoprojecteur, il m'a dit voilà je te le prête pour 6 mois et ça a été un bonheur, j'étais encore en ancien rétroprojecteur, je fabriquais mes transparents, j'achetais mon encre, j'imprimais une centaine de transparents par mois que je projetais, il y avait à la fois, vous voyez, du numérique, mais du numérique pour ma propre pratique, mais pour les élèves, ça restait classique. Et puis le vidéoprojecteur, il a changé, entre guillemets, ma vie, ma façon de concevoir les cours, puisque j'avais plus besoin de scanner, puis il y a eu Google Images qui est arrivé, j'avais plus qu'à prendre des images, ce qui pose après les questions de droit, aujourd'hui les choses ont changé dans le bon sens, mais j'avais plus qu'avec les moteurs de recherche, à prendre des images, et ensuite à les agencer dans mon PowerPoint. Mes premiers usages du numérique, ça a été des PowerPoint. Aujourd'hui, j'en suis revenu, je fais des choses qui sont plus interactives, je demande aux élèves de les construire, d'y introduire davantage de texte. Mais voilà quelles ont été les étapes du numérique, comment j'y suis entré. Par les outils, je me les suis procurés dans un premier temps, et puis après, il y a une question d'organisation qui est importante, une question de management. Pour que vraiment la politique du numérique puisse connaître une véritable impulsion, il y a la politique effectivement du ministère, mais pas simplement. Aujourd'hui, le chef d'établissement, il joue un rôle managérial fondamental. Et si lui, il ne détecte pas ces nouvelles pratiques, alors, et s'il ne les met pas en valeur, et c'est le cas encore dans beaucoup d'établissements, alors bien le numérique, il peinera à se développer. Et c'est pour cette raison qu'on voit des pratiques aussi différentes d'un établissement à l'autre, et qu'on ne pourra jamais avoir des pratiques et des déploiements du numérique vraiment complètement uniformes, sauf dans quelques années où là vraiment le numérique sera complètement déployé, parce qu'il y a des postures d'enseignants différentes, mais aussi des postures managériales qui sont complètement différentes, de perception de l'utilité ou non du numérique. Avant de rentrer là-dedans, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait avec vos élèves pour aujourd'hui, par exemple, comment vous l'utilisez? Avec mes élèves, ça peut commencer par la projection d'une image ou alors la juxtaposition d'une image et d'un texte, hein, pour travailler à la fois sur l'écriture. Ça peut être faire écrire à mes élèves des textes qu'ensuite je vais compiler, que je vais projeter, puis à partir de là, on va essayer de les intégrer dans un plan. Donc vous voyez, le numérique permet vraiment de travailler sur certaines compétences. Si je veux faire un usage un peu plus poussé, moi je suis professeur d'histoire-géographie, je leur demande de concevoir des croquis à distance, ou alors en salle informatique, ou alors avec les tablettes. Donc là, on devient sur des usages plus complexes. On peut faire un usage qui est vraiment très simple du numérique, enregistrer ses élèves par exemple, pour simuler des rôles, pour organiser des débats. Et après, ce qui est important dans la démarche du numérique, c'est comment on va exploiter ces productions orales avec les élèves pour faire un feedback, un retour sur expérience, pour travailler sur l'évaluation, pour enrichir des textes. On peut envoyer des élèves au TNI, justement, le mettre en dual board, et puis les faire écrire et comparer ensuite les traces écrites et faire des textes croisés, par exemple, des confrontations, des mises en relation, pareil, on travaille complètement les compétences du socle commun, ce qui montre bien que ces activités du numérique, et on pourrait en citer encore une dizaine, elles s'inscrivent complètement dans les démarches qui sont portées par les différentes disciplines, le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire-géographie. On s'inscrit complètement dans les compétences dites, entre guillemets, classiques. Et le numérique, il va même plus loin, puisqu'il permet d'évaluer d'autres compétences, les compétences sociales, l'entraide entre les élèves, la collaboration, la mutualisation, qu'on n'évalue pas forcément dans des apprentissages classiques. Donc le numérique, il permet d'aller vraiment encore plus loin. Je dirais même qu'il permet, même avec des utilisations simples, il est propédeutique, ça veut dire qu'il est annonciateur des enseignements et des pratiques que les élèves auront à faire plus tard quand ils seront au lycée, à l'université ou dans des grandes écoles, ou même dans le travail, parce qu'ils apprennent à travailler ensemble.
Vous avez un point de vue ou une pratique, vous, de la classe inversée? Là, je parle de ce qui a été un peu inspiré par la Khan Academy, mais peut-être que vous en savez plus que moi ou qu'il y a d'autres sources d'inspiration. Je pratique très régulièrement la classe inversée, elle est vraiment au cœur de mes pratiques. Et alors, la classe inversée, effectivement, la Khan Academy, c'est vraiment une vitrine absolument formidable pour promouvoir la Khan Academy, pour démystifier aussi toutes les craintes que l'on a autour de l'apprentissage et de la gestion de la distance. Gestion de la distance qui est vue comme une dématérialisation et comme une déshumanisation de la relation pédagogique. Moi, le premier enseignement que je tire de la classe inversée, en dehors des aspects techniques, c'est le renforcement de la relation pédagogique et le renforcement des interactions entre les élèves et moi. Vous faites quoi concrètement? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est ponctuellement par sujet? Vous vous appuyez sur quel support? Comment ça marche? Avec mes élèves de 5e, ça va être ponctuellement. Avec mes 4e, ça va être plus souvent. Avec mes élèves de 3e, ça va être très souvent. Concrètement, j'enregistre une vidéo. Je m'enregistre, je mets quelques photographies, quelques documents que je réalise, quelques textes que j'explique sur des podcasts, on appelle ça aussi des capsules ou des modules qui durent 3 à 5 minutes. 5 minutes au collège, c'est vraiment le maximum, et on peut dire énormément de choses. Je n'ai pas prétention ni vocation à vouloir faire tout le cours en 5 minutes, mais à aborder un aspect notionnel ou quelques aspects de la problématique. J'y adjoins ensuite un questionnaire électronique pour faire travailler les élèves donc à distance. Ces élèves m'envoient leurs réponses et moi ça me permet de savoir qui a répondu, qui n'a pas répondu. Et ces réponses, je les compile au cours suivant. Eh bien, je les assemble dans un seul et même texte et les élèves ils vont plancher sur ce travail et puis on va lancer un débat, on va corriger, on va essayer de classer ça dans un plan, on va essayer d'enrichir avec des connaissances, on va essayer de vérifier ces connaissances. On va vraiment faire un travail de confrontation, vu que je suis professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, justement, on va faire une vraie sensibilisation à l'esprit critique, puisqu'on va essayer de vérifier la validité scientifique ou non des écrits qui ont été faits par les élèves. On va travailler sur la provenance des sources, on va travailler sur la critique de l'image. Donc voilà le premier type de travail qu'on peut faire avec la classe inversée. Un travail extrêmement riche. Et ça suppose après, une deuxième phase, de penser en amont la façon dont on va faire travailler les élèves, de les faire travailler en groupe, de repenser la posture de l'enseignant. L'enseignant qui est à la fois porteur de vecteur de connaissances, mais pas seulement, qui va jouer entre guillemets un rôle d'animateur, mais pas un rôle d'animateur comme on peut l'entendre dans toutes les railleries qui concernent le numérique, où on dit ah ben voilà, l'enseignant aujourd'hui a perdu de dans sa posture, il est devenu un animateur pédagogique, il y a quelque chose un petit peu de dévalorisant. Donc quand je parle d'animation pédagogique, c'est de gestion des groupes, c'est de gestion des relations entre les élèves, et c'est aussi le rôle de synthèse, le rôle de la synthèse du professeur. Et la parole magistrale, à un moment, elle est renforcée, au contraire, elle est même légitimée, puisque quand on va faire la reprise, la synthèse, il est important que dans la classe inversée, à un moment, dans le cours en présentiel, le professeur reprenne la parole et il va formaliser tous les travaux des élèves. Et là, il va convoquer les travaux des élèves, il va faire appel à leurs travaux. Les élèves ils vont se sentir valorisés, et puis deuxièmement, les élèves vont comprendre quel est le but du travail. Ils vont comprendre que leur production est un maillon important du cours du professeur. Ils sont inscrits, je dirais, dans une chaîne intellectuelle et pédagogique. Ils prennent conscience de leur place dans le cours, que le cours c'est aussi eux, ils sont un maillon du cours. Quel impact, justement, vous commencez à en parler, quels impacts vous avez constatés sur vos élèves, de tous ces usages, de tout ce que vous essayez avec eux? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça change? Impact, ce qui me frappe le plus, c'est, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est la relation pédagogique et au-delà, la relation humaine avec les élèves. Il y a un lien qui est beaucoup plus fort avec les élèves, et ça c'est paradoxal. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je commence un petit peu à m'expliquer. L'année dernière, je me posais vraiment la question, ça m'interpellait. On pourrait croire que cette dématérialisation justement nous éloignerait, elle placerait chacun derrière son ordinateur et nous conduira à travailler à distance. Et bien je me rends compte qu'en classe, au contraire, les liens sont beaucoup plus forts, les élèves restent plus longtemps, les élèves ils continuent d'échanger entre eux. Ça c'est le premier impact, c'est la relation entre eux et moi. Le deuxième impact, c'est la relation entre eux. La classe continue. Il se passe des fois des choses assez extraordinaires et je le vois constamment et j'en ai même la preuve. J'utilise beaucoup de textes collaboratifs où les élèves écrivent entre chaque cours. Eh bien, les élèves, entre chaque cours, ils continuent d'écrire.
et ils continuent de produire, et ils s'entraident. Et c'est un nouveau concept, c'est la classe externalisée, c'est la classe en flux continu. Les élèves, avec la classe inversée, ils ont inventé quelque chose, c'est la classe en flux continu, parce qu'ils continuent d'échanger dehors. La classe, elle est étendue, parce qu'elle continue de se poursuivre. Parfois avec moi, parfois sans moi, parce que mon temps est limité. Le problème, il est c'est le troisième enseignement que j'en tire, c'est le positionnement du professeur, le positionnement temporel. Il y a un moment, bien, il faut savoir s'arrêter, parce qu'on est emporté par la passion. C'est une passion, parce que c'est une véritable aventure, c'est quelque chose d'exploratoire. Et forcément, bien, on a tendance à parfois se laisser un petit peu emporter par la vague, et par la vague qu'on a parfois un petit peu créée, mais c'est absolument passionnant. J'allais vous dire, on a beaucoup d'a priori sur la manière de faire ça au sein de l'éducation nationale. Je parle de, voilà, le point de vue un peu général qu'on peut avoir. Je ne suis pas du tout experte en la matière. Donc du coup, vous, comment vous avez fait? Ma question, c'est est-ce que ça nécessite des autorisations? Est-ce que vous êtes seul maître à bord de votre cours? Comment ça se passe concrètement quand vous décidez peu à peu de faire tout ça? Au-delà de l'aspect matériel, je veux dire, que vous ayez un vidéoprojecteur ou pas. Je souris parce que je vais devoir faire la lumière sur certaines de mes pratiques. Au départ, il y a une grande part de confidentialité. Le professeur, et j'ai beaucoup de collègues et amis qui ont formé une petite communauté comme ça, qui sont très engagés dans le numérique, et comme moi, ils ont au départ un petit peu cette pratique confidentielle. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec le numérique de façon très poussée, très souvent, on est souvent dans sa salle avec les ordinateurs et on voit moins les autres, on est souvent dans la salle informatique, on est souvent avec la flotte de tablettes, on est souvent sur le TNI en train de répéter ses gammes, en train de s'entraîner, en train d'essayer de créer, donc forcément il y a une part de confidentialité dans tout ça. Comment on est perçu? De plus en plus on est mieux perçu. Pendant longtemps on a été perçu de façon un petit peu presque condescendante, hein, il faut dire les choses ouvertement. Moi, ce qui m'a aidé, c'est quand même le regard bienveillant des chefs d'établissement que j'ai eu la chance de rencontrer. Et puis, oui, il y a un moment, il faut des autorisations quand vous voulez enregistrer les élèves, quand vous voulez qu'ils se filment entre eux, par exemple, pour simuler des jeux de rôle. Oui, il faut enregistrer les élèves, donc il y a une dimension administrative qu'il faut prendre en compte, le droit à l'image. Le droit aussi à la propriété intellectuelle, donc il y a ces aspects-là aussi qu'il faut prendre en compte. On doit respecter, quand on prend des images ou quand on prend des textes, ces aspects-là. Heureusement, la loi a évolué assez favorablement dans ce sens-là, puisque le ministère a négocié des conventions qui nous permettent aujourd'hui d'agir plus facilement. Et ça, c'est vraiment un bond en avant. Donc il y a énormément de précautions à prendre, et notamment sur la gestion de l'image de l'élève. Pour le professeur, c'est pas très grave, mais pour l'élève, oui, c'est essentiel. D'accord. Mais ce que je comprends en filigrane, c'est que finalement, si vous prenez des initiatives, vous allez vous assurer au fur et à mesure que ça ne déborde pas sur des choses interdites ou d'avoir les autorisations, mais rien ne vous empêche de prendre des initiatives. C'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre de l'éducation ou du ministère des autorisations de faire. Chaque enseignant a la liberté aujourd'hui d'exploiter tous ses moyens. Et je parle pour moi et je parle aussi pour ce que moi j'ai pu voir, pour les collègues qui ont été un petit peu pionniers. Le professeur qui utilise le numérique, il est souvent pionnier. Il anticipe une pratique. Il anticipe une pratique qui n'existe pas. Il anticipe sur l'évolution des règlements. Il anticipe sur les organisations. La question du numérique, elle est aussi afférente à la question des organisations. Le professeur qui pratique du numérique de façon très poussée, il bouscule les organisations. Moi, je l'ai connu dans l'établissement où j'étais. Je faisais sortir mes élèves dans le couloir pour qu'ils puissent s'enregistrer. Ça posait des problèmes à des collègues, ça posait des problèmes à ma direction, ça posait des problèmes à la vie scolaire, qui se disaient mais qu'est-ce que c'est que cette hurluberlue? Et aujourd'hui, 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, je vois un peu partout qu'on encourage ce type d'usage, la production par les élèves. Bon, ben, je me dis c'est tant mieux, mais au départ, c'est vrai qu'il y a une difficulté de faire comprendre pourquoi on veut pratiquer de la sorte, parce que nos organisations spatiales, temporelles, administratives, ne sont pas adaptés, et qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une vraie impulsion dans le numérique, pour qu'on puisse généraliser ces usages, il faut qu'on pense autrement la salle de classe, la gestion des flux dans les établissements, il faut repenser l'organisation. Les établissements d'aujourd'hui, dans leur configuration spatiale, ne sont plus adaptés. Et je ne parle pas des règlements intérieurs, je
je ne parle pas des règlements intérieurs, qui sont à repenser. Si on veut faire travailler les élèves différemment, qui se baladent avec leur tablette, qui puissent s'enregistrer, qui puissent taper, qui puissent échanger, la salle de classe carrée ne le permet pas. Donc on va délocaliser entre guillemets la classe, on va la dématérialiser. Et on va utiliser l'espace que l'on a, la salle de permanence, le couloir, mais ça pose des problèmes d'organisation. Donc le prof qui fait du numérique, souvent il déjoue toutes ces organisations, et moi je dis que c'est bien, parce que après, les établissements s'adaptent. Qu'est-ce qui a fait que vous avez persévéré? Et là, ma question, c'est aussi pour que d'autres puissent comment dire, se l'approprier. Est-ce que c'est votre passion personnelle qui fait que vous êtes allé au-delà? Ou est-ce que c'est l'impact sur vos élèves qui, du coup, vous a fait vous dire non, je suis sur la bonne voie parce que ça marche et donc, du coup, je vais persévérer? La relation, l'impact sur les élèves a été vraiment décisif. Quand j'étais dans mon collège en éducation prioritaire, et il fallait absolument dans cet établissement pour capter l'attention des élèves, pour rendre dynamique le cours, il fallait trouver quelque chose. Et le numérique, il a été un outil qui m'a aidé justement à valoriser davantage mon cours. Et quand j'ai vu les résultats avec le TNI, avec les ordinateurs, quand j'ai commencé à pratiquer la classe inversée à Argenteuil, je ne savais pas encore qu'elle s'appelait comme ça, et l'impact que ça pouvait avoir, ça a été pour moi, ça a été pour moi un moteur. Ça a été vraiment un moteur, l'impact sur les élèves. Le deuxième élément, c'est aussi la passion personnelle, la passion pour la discipline. Ce qui a joué pour moi, c'est bien à chaque fois des nouveaux outils qui apparaissent, donc forcément, on va se lancer sur ces nouveaux outils, et puis après on fait sa propre veille pédagogique et sa propre veille technique. Et forcément on est à l'affût de la nouveauté, et la nouveauté, à chaque fois, quand on veut l'utiliser, c'est pas pour l'utilisation de l'outil en soi, c'est pour l'exploitation qu'on pouvait en faire au point de vue pédagogique. Le téléphone portable par exemple, dès que le smartphone a commencé à se généraliser, tiens, ben, je me suis dit, il y a quelque chose à faire autour de ça, autour de la parole de l'élève, autour de l'écoute, autour de l'échange. Donc voilà un petit peu les paramètres qui ont joué. Et puis comme je le disais tout à l'heure, les organisations, et puis moi les chefs d'établissement que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'ont appuyé, qui ne connaissaient pas techniquement ce qu'était le numérique, mais qui étaient quand même assez, qui avaient du flair, et qui ont compris qu'il y avait quand même une bonne affaire à mettre en place, parce que ça pouvait impacter le travail du professeur. J'allais vous demander, entre guillemets, on aborde un peu là vos retours d'expérience, j'ai envie de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous avez mentionné pas mal de choses qui sont aujourd'hui des facteurs bloquants pour que ça aille plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas ou qui ne fonctionnent pas? Ou même en termes pédagogiques, que vous avez testé et qui ne marchent pas? Bien sûr, utiliser l'outil pour l'outil en lui-même, c'est pas opérant. La deuxième chose qui ne marche pas, c'est quand on tombe dans une dérive techniciste. À savoir que l'on crée des séquences pédagogiques avec une très grande complexité des utilisations du numérique, ça ne marche pas. La troisième chose qui ne fonctionne pas, et bien sûr, si je le dis, c'est parce que j'ai pratiqué, c'est l'absence de projet à long terme. Le numérique, il fonctionne quand on inscrit les élèves et l'utilisation du numérique dans une temporalité plus longue qui va au-delà de la séance, qui va à minima au niveau de la séquence, c'est-à-dire plusieurs leçons. Il y a d'autres conditions encore. Mais je dirais, voilà pour moi les trois principales conditions qui font que parfois l'utilisation du numérique ne marche pas. Est-ce que vous avez été vous-même surpris par des conséquences ou des impacts que vous n'aviez pas imaginés ou anticipés? Oui, bien sûr. Comme quoi? Des élèves qui, par exemple, commencent de leur propre initiative à fabriquer leur propre production. Comme quoi? Par exemple, des élèves qui, l'année dernière, je suis interviewé par une journaliste pour expérimenter la classe inversée, justement, et ce jour-là, panne générale, pas de vidéoprojecteur, pas d'internet. L'effet démo. L'effet démo, tout à fait. Et des élèves qui improvisent et qui me disent, mais monsieur, des élèves qui au départ devaient réaliser un petit clip vidéo. Et des élèves qui me disent, c'est pas grave monsieur. Et ils sortent l'arme absolue, le smartphone, et qui s'enregistrent, et qui simulent un débat à la radio. Voilà. Des élèves qui ont développé une capacité, et que j'ai essayé de codifier la capacité créative. Et aujourd'hui, dans les formations que j'anime partout, je la sors et je dis la capacité créative. Et je leur dis, attention, ce sont mes élèves qui l'ont inventé. Enfin, ou d'autres élèves qui l'ont inventé. La capacité de réagir à une difficulté. Un exemple, voilà. Les élèves, ils ont cette capacité à produire eux-mêmes, à s'adapter aux contraintes, à contourner la contrainte, justement parce que certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux sont des digital natives. Et donc, ils ont cette aisance avec le numérique. Ils ne sont pas enfermés dans une organisation, dans un carcan, qui fait qu'il y a une souplesse d'esprit
qui leur permet d'être très réactifs. Voilà par exemple des choses qui peuvent me surprendre, la capacité d'adaptation des élèves, des effets inattendus, et qui donnent des productions remarquables. C'est des productions que je diffuse dans mes formations par exemple. Quelle différence vous avez observé, si vous en observez, entre les différentes classes d'âge que vous avez par exemple? Et d'ailleurs, est-ce que c'est pertinent de parler de classe d'âge? Au collège, on le voit quand même. On le voit entre les 5e et les 3e, le niveau d'autonomie qui n'est pas le même. Donc la notion de classe d'âge, elle est quand même assez opérante, puisque en 5e, je vois des élèves qui peuvent être très habiles avec le numérique, mais il y en a quand même d'autres qui vont être sur des usages limités. En 3e, en revanche, on sent qu'on a fait un saut. On a fait vraiment un saut qualitatif dans la maîtrise du numérique. Et là, on perçoit la différence entre la 5e et la 3e, par exemple. Moi, je le vois. Même si je fais des activités assez poussées sur le numérique avec mes élèves, il faut quand même les encadrer davantage sur les procédures. Quand on utilise les tablettes, par exemple, il faut les guider davantage. En 3e, les élèves, ça y est, ils savent comment ça fonctionne. Ils ont même des usages parfois qui sont surprenants. Avec leur téléphone, ils s'amusent à se géolocaliser entre eux. Vous voyez, donc la notion de classe d'âge, elle me paraît assez pertinente. Il faut penser des usages gradués quand même du numérique au collège. Après au lycée, là, la notion de classe d'âge, c'est vrai qu'elle est les plus opérante. Et est-ce que vous observez des différences entre filles et garçons? Ah oui, oui. Grand sujet, les filles. Grand sujet, oui. C'est, je ne voudrais pas tomber dans les clichés, mais je vois plutôt, et je suis du genre à défendre des filles. Chez moi-même une fille, mais je vois que chez les garçons, une inclinaison à se pencher sur la technique. Et chez les filles, une inclinaison que je préfère à se pencher sur la dimension créative, sur l'écriture, sur cet aspect-là justement du numérique. Je ne vais pas dire que les filles sont davantage, ce serait caricatural sur des aspects esthétiques et artistiques, et les garçons uniquement sur le hardware. Mais oui, on voit parfois des différences quand même de perception et d'envie et de besoin de la part des filles. On le voit très bien. Inversement, j'ai des filles qui vont toucher à tout, qui vont s'intéresser à tout, qui vont être aussi à l'aise avec la technique. Mais c'est vrai qu'on voit plutôt, moi je vois plutôt quand même cette bipartition entre d'un côté plutôt les filles qui seraient comme ça, les garçons de l'autre, sans tomber dans la caricature, une fois encore. On arrive vers la fin de l'interview, même si j'aimerais vous poser plein d'autres questions. Et du coup, pour venir plutôt vous à la manière dont vous fonctionnez, quelles sont vos sources d'inspiration? C'est-à-dire d'où vous viennent les idées que vous mettez en place? Est-ce que c'est d'autres, on a parlé de la Khan Academy, est-ce que c'est d'autres usages pédagogiques en France, à l'étranger? Est-ce que c'est d'autres univers? Comment ça se passe? Je regarde beaucoup ce qui se passe sur le web francophone, et notamment ce qui se fait au Canada et en Suisse. Et le Canada, c'est vraiment une source d'inspiration, ils sont vraiment à la pointe. Autant, et c'est pas un hasard, parce que au niveau didactique, et on ne peut pas penser le numérique sans penser le pédagogique et le didactique, les trois vont de pair, eh bien c'est aussi des pays où le Canada et la Suisse, et même la Belgique, où ils sont très en pointe. Et donc la source d'inspiration, elle vient de là. La source d'inspiration, elle vient aussi des échanges. J'ai eu la chance d'avoir des amis, des membres de ma famille qui travaillent dans différents domaines en entreprise, et je suis beaucoup à l'écoute de la façon dont ils me racontent comment sont animées les réunions, les outils qui sont utilisés, les démarches pour conduire des réunions, les travaux de groupe, la façon dont ils ont de faire des brainstorming entre collègues. Et je me dis, tiens, je pourrais transposer ça dans l'éducation, faire des brainstorming à mes élèves, et ensuite qu'ils s'enregistrent. Voilà, il y a plein de sources d'inspiration qui sont à l'extérieur. Des spectacles. Moi j'ai vu des choses des fois qui m'ont séduite, et je me suis dit, mais j'aimerais faire quelque chose comme ça, quelque chose qui ressemblerait, pas un show, pas du tout faire du show, de l'événementiel ou du visuel, c'est pas du tout le but du numérique, mais faire quelque chose de dynamique, quelque chose de rythmé, quelque chose où les élèves ont produit, et ils vont justement devoir valoriser, s'exposer entre guillemets, être dans l'exposition de soi. La source d'inspiration, elle est beaucoup aussi sur le web. Le web, il est une source d'inspiration absolument énorme, et tout type de site. Et bien quand on voit sur le site d'un grand quotidien, par exemple, des animations cartographiques, on se dit, mais
il faut que je fasse pareil. Et donc on va creuser et on va chercher. Quand on voit quelque chose qui a un rapport avec du visuel, je parlais d'une animation cartographique, d'une animation flash, où on se dit tiens moi aussi j'ai envie de faire pareil, et comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, comment je vais l'intégrer. Et c'est comme ça après bien qu'on construit sa propre infrastructure. Moi j'ai construit mon support qui est entre le site internet et le blog, mais sur lequel j'expose mes travaux, et puis sur lequel aussi mes élèves alimentent ce blog. C'est aussi un support qui est celui des élèves. Donc voilà, l'inspiration elle est multiple. Elle est liée au monde de l'éducation, mais elle est aussi extérieure au monde de l'éducation, et principalement extérieure au monde de l'éducation. Mais est-ce que du coup vous travaillez en réseau avec d'autres professeurs autour du numérique pour échanger, vous inspirer mutuellement? Comment ça marche? C'est des réseaux informels ou c'est des réseaux formels? Alors je travaille dans le cadre de réseaux formels et dans le cadre de réseaux informels. Je travaille avec des professeurs qui sont à des centaines de kilomètres en France, dans le cadre de réseaux formels et informels. Je fais partie d'un groupe de travail au ministère sur la géographie et le numérique, sur la cartographie interactive et sur la mise en place de programmes de e-learning. Bon, on travaille de façon formelle, mais à distance, en réseau. Je travaille aussi avec des réseaux de formateurs dans l'Académie de Versailles, dans des réseaux formels, et puis aussi dans des réseaux informels où on échange. On dépose nos productions, on échange, on se donne des conseils, on va demander des conseils à quelqu'un qui lui en retour vous demandera aussi des conseils. On est dans une pratique de la mutualisation. Et on forme une sorte de communauté d'apprentissage. Et mon rêve à moi, ça serait dans mon établissement de pouvoir construire cette communauté d'apprentissage entre professeurs, où on pourrait mutualiser nos productions. Et quand on dit que le numérique prend énormément de temps et qu'il est chronophage, ça peut être vrai, mais quand on est plusieurs à produire, on réduit considérablement le coût d'entrée, entre guillemets, on le répartit sur plusieurs enseignants, et puis cette communauté d'apprentissage, on pourrait aussi la créer entre élèves. Ces élèves, ils pourraient produire leurs propres petits modules, les déposer, et on pourrait construire ensuite une banque de ressources. Ça changerait complètement le visage de l'école, et ce, à moindre coût. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus impactant que toutes les réformes qu'on pourrait envisager dans l'éducation nationale. Moi, depuis que j'utilise un petit peu cette démarche, mon métier il a complètement changé. Et on pourrait anticiper, parler de toutes les réformes qui ont eu lieu, qui vont venir. Elles n'ont pas autant impacté mon métier que de la façon où moi je l'ai fait changer, parce que je l'ai voulu et parce que je l'ai pu. Vous faites des émules dans votre propre établissement? Est-ce que du coup il y a des profs qui viennent se dire tiens... Il y a de plus en plus de professeurs qui viennent, on se forme, on s'auto-forme. J'anime des petites sessions de formation dans mon établissement et qui ont même été, je dirais, formalisées par le chef d'établissement. Et donc le mardi par exemple, régulièrement, sur le temps du déjeuner, on a des réunions qui sont obligatoires. Et bien moi, ces temps de réunion, je les consacre à la formation des collègues. Et j'en profite en même temps pour faire du numérique, pour distiller aussi des conseils sur la pédagogie, sur la didactique, pour bien montrer qu'il y a une interrelation entre la didactique, la pédagogie et le numérique. Que ces trois éléments, ils sont indissociables. Qu'avant de faire du numérique, il faut repenser son cours, il faut penser les objectifs, mais le numérique, il va apporter une plus-value par rapport au cours classique ou conventionnel que l'on voulait faire. Il va permettre de faire quelque chose que l'on ne pouvait pas faire avant. Et c'est ce qu'on fait dans ces réunions où on essaie d'échanger. Et puis ma source d'inspiration, elle vient aussi de là, elle vient aussi des collègues qui ont un regard plus distancié, qui me disent mais est-ce qu'on pourrait faire ça? Et tiens, je n'y avais pas pensé. Et alors moi, de mon côté, je vais essayer de chercher l'outil, et puis une semaine, 2 semaines après, je vais essayer de leur montrer, leur dire bah voilà, j'ai pensé à une chose, qu'est-ce que vous en pensez? Et ce qui est intéressant avec mes collègues au collège à Chaville, c'est qu'on est de plusieurs disciplines, et justement, j'ai le regard sur les autres disciplines. Et là, ça enrichit mes compétences professionnelles à moi, parce que j'ai d'autres regards, je vois d'autres pratiques, et bien je peux après essayer de m'adapter. Je m'inspire beaucoup par exemple dans ce qu'on fait en anglais ou en technologie, par exemple. Voilà, en anglais, en technologie, il y a des choses qui moi m'intéressent. Les 2 dernières questions. Qu'est-ce qui vous frustre le plus en matière d'éducation numérique? Ce qui me frustre le plus aujourd'hui, c'est de voir que même si j'ai la chance d'être dans un collège où on est bien équipé, c'est que les organisations sont encore rigides. Ça me frustre. Moi, j'aimerais faire du numérique, pouvoir sortir mes tablettes en l'espace de quelques secondes, et que il faut
qu'il y a des procédures, que c'est compliqué, qu'il y a encore un manque de flexibilité dans les organisations. Moi, c'est ce qui est source de frustration. C'est la question de l'organisation principalement. Et à l'inverse, si vous aviez une baguette magique avec 3 vœux à exaucer, quels seraient-ils? Ah, tout dans un petit ordinateur ou une mallette ou dans un téléphone. Et aujourd'hui, justement, on ne peut pas, par exemple, utiliser le smartphone en classe, et si vous le faites de façon clandestine. Moi, je l'utilise, mais avec la bienveillance quand même de mon chef d'établissement. Mais vous voyez, il y a une vision bureaucratique qui met des semaines, des mois, des années pour faire évoluer les choses, et puis il y a le temps du numérique qui est dans l'immédiat. Mais il y a un moment, il faudra qu'on réagisse. Et pour répondre à la question précédente, c'est la principale, c'est ma frustration, c'est le décalage temporel entre le temps du numérique qui permet d'agir, de produire tout de suite, et puis le temps réel, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est le temps réel, mais les impératifs de l'organisation dans laquelle on est, qui pour changer, va mettre des mois ou des années. Et là, il y a un gap, il y a un gouffre absolument énorme, et au vu des enjeux qu'il y a, des élèves qui sont complètement dans les réseaux sociaux, etc., nous, il faut qu'on puisse réagir. Aujourd'hui, par exemple, en classe, je peux pas, c'est un autre élément de frustration, je ne peux pas, par exemple, me connecter sur des réseaux sociaux. Et quand on voit, on est le 13 novembre, on est après le 13 novembre, le 20 novembre, quand on voit que beaucoup de gens je ne vais pas rentrer dans les événements qui sont produits, mais quand on voit que la radicalisation, les dérives de certains jeunes, elles passent par le numérique et les réseaux sociaux. Et il est urgent que nous, à l'école, on puisse combattre dans cette guerre du savoir, et qu'on puisse répliquer justement, en ayant accès à... On ne peut pas, pour faire une véritable éducation au numérique. Ça, c'est essentiel. Et c'est là où j'ai de la frustration, parce que nos organisations doivent changer. Là, on doit vraiment ouvrir les yeux et laisser les profs qui connaissent et à les laisser faire, et leur faire confiance. Je n'ai plus de questions, enfin je pourrais en avoir beaucoup d'autres, mais il faut bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé? Écoutez, là non, là comme ça, là tout de suite non, mais dans 2 minutes je vais vous dire ah oui, j'ai quelque chose à rajouter et ça sera trop tard. En tout cas, merci beaucoup. Bah, je vous en prie, c'était un plaisir. Merci.